Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Isère Mag. Et puisque l'on célèbre cette année le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, c'est logique de nous retrouver dans ce musée Champollion à Vif, ancienne demeure de Jacques-Joseph, le frère de Jean-François, l'égyptologue. C'est le 11e musée départemental. Des relations entre les deux frères, nous en reparlerons à la fin de cette émission. Mais pour l'heure, place au sommaire. C'est l'une des compétences premières du département, l'autonomie et le handicap. On en parlera avec la vice-présidente Delphine Hartmann. Avant d'aller faire un tour à la Maison Bleue, une colocation pour personnes âgées à la Mure. Le département qui lutte aussi contre les déserts médicaux. Après Isère Santé pour favoriser l'installation des médecins et bientôt des infirmiers et des dentistes dans les territoires ruraux, le dispositif Isère Veto se met en place. L'escalade a le vent en poupe en Isère. Le département s'est associé avec la Fédération française de montagne et d'escalade pour la sécurité des pratiquants, la sérénité des propriétaires de falaises et la préservation de la biodiversité qu'elles abritent. Et puis c'est comme Champollion, les archives départementales de l'Isère exposent les échanges épistolaires de Jean-François et Jacques-Joseph Champollion, une relation qui jouera un rôle essentiel dans les découvertes du célèbre égyptologue. Bonjour Delphine Hartmann, vous êtes vice-présidente du département en charge de l'autonomie et des handicaps. Le grand âge, c'est une des compétences du département. Comment ça se passe? Comment le département prend en charge ce grand âge au quotidien? Bonjour Marie-Caroline. Donc le département, en effet, c'est ça, une des compétences premières. Le département peut accompagner les personnes âgées sur les aspects hébergement, sur les aspects soins à domicile, pour que la personne âgée puisse aller jusqu'au bout de sa vie en étant le plus favorablement acteur dans tout ce qu'il peut faire, quoi. Donc ça prend en charge à la fois les personnes qui peuvent être dans des établissements spécialisés, des EHPAD, et puis à la fois les personnes qui souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Oui, tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition et que l'un va avec l'autre. Il y a une partie des personnes qui veulent rester le plus longtemps possible chez eux et on essaye de tout faire pour que cet accompagnement soit vraiment le plus complet possible. Et d'autres personnes souhaitent et ne peuvent plus rester chez elles. Donc il n'y a pas d'opposition. Au contraire, il y a vraiment un complément et le département se doit d'être, en termes d'accueil et d'accompagnement, le meilleur au niveau qualitatif. Alors ça passe évidemment par une enveloppe financière importante. Oui, très importante. C'est un des budgets le plus important du département. On est à plus de 200 millions. Pour la personne âgée, donc du coup, qui se répartit aussi bien sur le domicile que sur les établissements. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup d'études et beaucoup de travail pour qu'on puisse répondre vraiment au mieux sur l'aide financière qu'on peut apporter à chaque Isérois. Et puis une aide qui va être amenée à évoluer puisqu'en 2030, plus d'un quart de la population aura plus de 65 ans avec des besoins évidemment différents. On va plus vieillir comme on vieillissait il y a 30 ans. Oui, je crois que le département est vraiment en phase avec les réalités de notre société. Les Isérois qui prennent de l'âge ne souhaitent plus vieillir comme avant, souhaitent être encore plus acteurs de leur vieux jour, j'allais dire. Et donc du coup, c'est essayer de favoriser des solutions, des dispositifs innovants ou en tout cas adaptés aux besoins de notre société, en essayant donc le département va accompagner toutes les personnes porteurs de projets, accompagner les associations, accompagner les aidants aussi, qui ont ce souci de pouvoir proposer aux personnes âgées de répondre à leurs aspirations. Et puis, je le disais, vous êtes en charge de l'autonomie et pas des personnes âgées. C'est important, le nom de cette délégation aussi. C'est d'autant plus important que l'autonomie englobe vraiment quelque chose de plus large et que être autonome, ce n'est pas que la problématique de la personne âgée, il y a aussi les personnes porteurs de handicap. Donc du coup, voilà, les préoccupations du département, c'est vraiment l'autonomie qui touche vraiment toutes les personnes à tous les âges, quoi. Et ça, donc vous le préparez dans les prochains mois?
Oui, en effet, depuis quelques mois déjà, nous sommes en cours d'élaboration du nouveau schéma départemental de l'autonomie qui va être voté très prochainement, présenté et voté très prochainement. C'est un travail qui touche l'autonomie de toutes les personnes, que ce soit la personne adulte handicapé, que la personne jeune enfant. Et c'est vraiment un travail de co-construction qui est fait depuis le début, qui soit bien ancré et qui propose des solutions concrètes dans la vie de tous les jours des familles, des personnes en perte d'autonomie. Donc du coup, ça c'est important, cet aspect co-construction, d'élaboration avec les associations, les professionnels, les usagers, avec une maîtrise des coûts, parce que les défis actuellement sont importants. On a aussi affaire à un manque très important de professionnels dans toute cette thématique-là. Donc le département se doit aussi de pouvoir redorer, redynamiser toutes ces professions. Donc du coup, vraiment, le schéma est là pour traduire concrètement ces besoins et l'accompagnement qu'on peut avoir au plus près des personnes de l'Isère, quoi. Le rôle du département, c'est aussi d'essayer de changer peut-être, en tout cas d'y contribuer, changer le regard de la société sur ces personnes âgées ou en perte d'autonomie. Oui, moi je crois que c'est vraiment important en tant qu'élu et puis en tant que département de dire bah oui, le grand âge, c'est beau. Il y a des difficultés, c'est pas tout rose tout le temps, mais nous avons affaire à des personnes qui ont un passé très important, qui ont fait l'histoire de ce qu'on est aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'une fin de vie, c'est des moments qui peuvent être très, très joyeux, très constructifs. Et puis de plus en plus, les personnes d'un certain âge ont ce souhait, et tant mieux, de vivre bien, de donner du sens à leur retraite, à leurs vieux jours, en ayant accès à de la culture, à du sport, vraiment en étant acteur jusqu'au bout. Et donc c'est vraiment là que le département joue aussi son rôle pour pouvoir modifier et enrichir le regard qu'on porte sur cette population. Merci beaucoup Delphine Hartmann. Alors évidemment, quand on vieillit, on veut parfois, enfin ça concerne certaines personnes, rester le plus longtemps possible chez soi. C'est pas toujours évident du fait d'une maison avec des escaliers, de la solitude également. Alors il y a peut-être une solution. Cette solution, c'est la colocation accrochée au contrefort de la Matésine à la Mure. Lina Badreddine s'est rendue à la Maison Bleue. Elle n'est pas adossée à la colline, mais on s'y retrouve ensemble. La Maison Bleue est le lieu de vie de Yolande, Gisèle ou Marie-Jo. En tout, cette colocation pour seniors autonomes possède 8 chambres équipées d'une douche, d'un WC, un lavabo et de rangement. Un habitat en plein centre-ville de la Mure, à proximité de tout commerce. Les plus de 65 ans qui vivent ici l'ont décidé d'eux-mêmes. Ils n'ont pas été placés. Ils sont ici, chez eux. Ils invitent qui ils veulent, sortent quand ils veulent et donc vivent comme ils veulent. Je dis toujours à mes enfants, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que je ne pouvais pas trouver mieux que d'être ici. Donc je suis en sécurité. Je suis venue ici en sortant de l'hôpital directement. J'avais déjà pris un contact avant. J'étais tiède. Puis ensuite, j'ai eu un autre problème, j'ai dû retourner à l'hôpital. J'étais mal à l'aise, je n'avais qu'une envie, c'est rentrer chez moi. Et dans ma tête, ce chez moi, c'était ici. L'idée et la mise en place de cet habitat partagé viennent de Philippe, infirmier, qui souhaitait lutter contre la solitude et l'isolement des seniors. Selon plusieurs études, la solitude pourrait provoquer et aggraver certaines pathologies, aussi bien mentales que physiques. Tout le monde veille les uns sur les autres. J'ai vu les gens rentrer et en quelques semaines, en quelques mois, aller mieux, de mieux en mieux. Cette colocation, elle est hyper bénéfique au niveau de l'esprit, au niveau de l'envie, c'est incroyable. Et le cœur de cette maison, c'est Juliette. Son rôle est d'animer les journées des colocataires avec des activités, des balades ou du shopping, par exemple. Celle qui va un peu réunir tout le monde, proposer des activités, essayer de dynamiser un peu le quotidien des colocataires. Qui est de la bonne entente, celle qui règle un peu aussi, des fois comme dans toute maison, comme dans toute famille, il y a des mini-conflits. Donc on est là pour apaiser les gens, les rassurer, c'est principalement aussi le rôle de la Maison Bleue. Et rassurer les familles aussi.
Juliette cuisine aussi avec eux, les accompagne dans leurs courses et le ménage. Chacun participe selon son souhait aux tâches quotidiennes. En somme, ces seniors vivent ensemble simplement et librement au gré de leurs envies. Pour que la campagne, ça les gagne. Grâce à Isère Médecins, devenu Isère Santé, 92 praticiens se sont installés en Isère, dans des territoires qui n'en étaient pas pourvus. Le département va également élargir son dispositif aux infirmiers et chirurgiens dentistes. Et ce n'est pas tout, les animaux de la ferme vont également être servis. Je ne crois pas que ce soit le cas pour ces drôles de bestioles. Regardez le reportage de Laurie Baillet. En Isère, comme partout en France, il y a de moins en moins de vétérinaires ruraux. Ils ne sont plus qu'une quinzaine à travailler dans le département, soit 10 vétérinaires de moins qu'il y a 10 ans. Benjamin Dubail s'est installé ici à Chabon en 2019. Il exerce une activité mixte entre vaches, chevaux, cochons et animaux de compagnie. Notre activité en rural doit être à peu près à 30%. Je dois faire à peu près 30% de vaches ici. Le reste étant les animaux de compagnie. Le vétérinaire qui m'a précédé, Robert Sounier, qui était à Bursin, lui avait, il y a encore une dizaine d'années, au moins 80% de son activité en vache. Pour avoir un vétérinaire rural, il faut avoir des clients. Les clients, ce sont les vaches. Si les vaches diminuent, le nombre de vétérinaires diminue. Et pour garantir un service aux éleveurs, le département de l'Isère lance Isère Veto, un dispositif qui veut favoriser l'installation de nouveaux vétérinaires en milieu rural. L'objectif, garantir une surveillance sanitaire du territoire en maintenant un maillage suffisant. Quand vous avez une zone géographique avec beaucoup de vaches au mètre carré, c'est beaucoup plus facile de travailler que lorsque les vaches sont espacées. Moi ici, étant seul, eh ben, si j'ai un client qui m'appelle d'un côté de la clientèle et un autre après qui a une urgence de l'autre côté, je dois faire 50 km pour relier les deux points. Et quand c'est une urgence, on est un peu stressé dans la voiture, quoi. Sur le modèle d'Isère Santé, ce plan d'action prévoit une aide forfaitaire à l'installation de 15 000 €, une indemnité kilométrique et une indemnité de logement de 300 € par mois pour les étudiants. Le pire, c'est quand une structure vétérinaire décide d'arrêter la rurale, parce qu'elle ne recommencera plus jamais. D'où le principe qu'il faut absolument avoir des jeunes vétérinaires qui se mettent en place, parce que grâce à ça, sur du long terme, on peut espérer encore avoir quelqu'un. Si, et là par exemple, on a une situation qui est là, c'est un cabinet qui ferme donc le mois prochain, parce qu'il n'y a pas de repreneur. Donc, c'est la clientèle à côté qui va récupérer un rayon d'action qui est encore plus long qu'avant, donc ils vont se fatiguer plus vite, et ainsi de suite. Isère Veto profite d'une première enveloppe de 80 000 € pour l'année 2022, puis d'un budget annuel d'environ 100 000 €. Parcourir des kilomètres pour traverser l'Isère, c'est bientôt fini. Fortement endommagé par un incendie criminel au printemps, le pont de Brignoud dans le Grésivaudan devrait ouvrir à la fin de l'année 2022 pour les véhicules légers qui rejoindront donc les modes doux de circulation. Pour y arriver, le département a lancé début octobre des travaux de platelage qui consistent à rajouter un maillage métallique s'appuyant sur les éléments sains du tablier. Les poids lourds devront donc continuer à faire le tour en attendant la construction d'un nouveau pont.
Avec plus de 150 sites naturels d'escalade, une dizaine de salles privées, des murs dans beaucoup d'établissements scolaires, la grimpe, c'est un des passe-temps préférés des Isérois. Il serait entre 30 et 40 000 à la pratiquer. Un enjeu sportif, touristique et environnemental pour le département qui s'est allié à la FFME et qui est partenaire du Salon de l'escalade 2022 à Grenoble. En 2021, le département a pris le conventionnement gestion et responsabilité d'une soixantaine de sites. Exemple lors d'une sortie pour sécuriser un site dans le Vercors avec Laurie Baillet. Il est le nouveau gris-gris des grimpeurs. Le département de l'Isère assure désormais le conventionnement et la sécurisation des falaises iséroises aux côtés de la FFME, la Fédération française de montagne et d'escalade. En calcaire ou de granit, au total, il y a 130 sites référencés en Isère et 60 d'entre eux sont passés au crible. On regarde les ancrages. Donc les points d'ancrage de progression et puis les relais, le relais sommital. On regarde extérieurement s'il y a des points de rouille ou pas. Et puis ensuite éventuellement on sonde le rocher autour. Et puis ensuite on regarde le rocher. Alors le rocher, il y a des zones qu'on peut observer assez facilement en voyant des points de faiblesse, des sortes de fissures. Donc là on va pouvoir sonder au marteau pour vérifier que c'est toujours compact et solide. La fédération représente 100 000 licenciés, soit 10% des pratiquants. Et face à l'essor de cette pratique outdoor, le département veut aussi sensibiliser les grimpeurs à l'environnement. Comme on est en falaise, on va retrouver toute une faune qui s'est spécialisée, qui va rechercher les falaises aussi pour avoir des conditions de vol et aussi une tranquillité par rapport à leur période de reproduction. Et si on constate qu'il y a un nid ou qu'il y a présence d'une espèce, par exemple les aigles royales, le faucon pèlerin, le hibou grand-duc, là on peut faire un suivi de ces espèces-là dans le temps, c'est-à-dire fermer des voies temporairement à la pratique pour permettre à l'espèce d'effectuer son cycle de reproduction. Et après, une fois que la période de reproduction est passée, on ouvre de nouveau ces voies. Le département finance ce projet à hauteur de 60 000 € par an. Il équipe également les gymnases et les collèges de murs d'escalade. 13 établissements en sont déjà pourvus. Pour consulter les topos des sites conventionnés, éventuellement signaler un problème pour qu'un technicien puisse intervenir rapidement, ayez le réflexe Isère Outdoor, une application et un site internet où le département vous propose également de vous inscrire pour des initiations gratuites à l'escalade avec des moniteurs diplômés. Année Champollion, l'Isère s'enflamme pour le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Son père était originaire du Val-Bonnet et lui-même vécu plusieurs années à Grenoble, notamment comme directeur du musée. Plusieurs expositions sont prévues pour commémorer cet événement au travers de plusieurs thématiques. Les archives départementales ont choisi de mettre en avant la correspondance de Jean-François avec son frère Jacques-Joseph. Regardez le reportage de Charlotte Faulkner. C'est un fonds exceptionnel de 60 volumes acquis par le département de l'Isère en 2001 qui permet d'en savoir plus sur le déchiffrement des hiéroglyphes, des notes, des travaux scientifiques, mais surtout 676 lettres de correspondance entre Jean-François, déchiffreur des hiéroglyphes, et son frère aîné, Jacques-Joseph, qui mettent en lumière la relation étroite qui unissait les deux frères. Cet attachement qui a existé de façon indéfectible entre les deux hommes, eh bien, il nous est révélé par la correspondance. Sans le soutien constant, sans l'attachement indéfectible de son frère aîné, Jean-François ne serait pas parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes. Déchiffrer les hiéroglyphes, une tâche ardue pour Jean-François Champollion qui persévère pendant de nombreuses années, notamment grâce à son frère. Parfois, il est parti dans telle direction et puis il a abouti à une impasse. Parfois, il s'est découragé. Et c'est là que son frère aussi a un rôle fondamental. C'est qu'il a toujours été là pour l'encourager, pour lui dire « mais ne renonce pas, il faut y remettre, essaye avec telle méthode, essaye de te procurer telle et telle source pour pouvoir avancer ».
Et donc Jean-François a persévéré, il a confronté ses résultats et il y a tout juste 2 siècles, il a compris comment fonctionnaient les clés de l'écriture hiéroglyphique. Il s'est précipité dans le bureau de son frère et lui a dit « ça y est, je tiens l'affaire ». Et il était tellement épuisé par son travail qu'il a fait un malaise. Malgré son exploit, la découverte de Jean-François Champollion n'a pas toujours été bien accueillie par le monde scientifique, car celui-ci n'était jamais allé en Égypte, un rêve qu'il pourra réaliser 6 ans plus tard. Nous avons conservé toutes les lettres que Jean-François écrivait à Jacques-Joseph depuis l'Égypte. C'est vraiment avec une grande émotion qu'on lit ces lignes, parce qu'il nous fait partager tout son périple qui va durer 17 mois, passant toutes ses journées avec les membres de son expédition à faire des fouilles, à relever des inscriptions, à dessiner au maximum, parce qu'il sait que le temps lui est compté et qu'il ne reviendra peut-être pas en Égypte. Jean-François est mort à l'âge de 41 ans, très peu de temps après son retour d'Égypte. C'est ensuite Jacques-Joseph, le frère aîné, qui passera le reste de sa vie à mettre en lumière les travaux de son frère. Un travail acharné qui a permis au monde entier de connaître la découverte de Jean-François Champollion. En plus de ce que vous pouvez voir ici, ne manquez pas Égyptomanie, la nouvelle exposition du musée dauphinois à partir du 3 novembre. Dans la vallée de l'Isère, contrairement à la vallée du Nil, pas de trucs pointus ni d'énigmes du Sphinx, mais bien d'autres choses que vous pouvez retrouver dans le magazine Isère Mag version papier ou en ligne. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.